Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de Sen Radio. Au sommaire, violente collision à hauteur de Tataguine ce vendredi entre un camion malien et un bus horaire en provenance de Dakar vers Kaffrine. Il y a eu 18 blessés, dont 8 dans un état grave, évacués à l'hôpital régional de Fatick. Litige foncier entre ICS Tauben, les 22 personnes dépérées suite à une manifestation de colère des populations seront jugées vendredi prochain. 7 parmi elles, dont des chefs de village et des mineurs, ont bénéficié d'une liberté provisoire. On va également parler du train express régional et de ses impactés à Rufisque. Il n'y a toujours pas de consensus entre l'APIX et le collectif des impactés qui court toujours après la matérialisation du protocole d'accord. Grève de 72 heures dès lundi, une grève décrétée par le syndicat national des techniciens et travailleurs du ministère de l'Agriculture qui réclame de meilleures conditions de travail mais aussi la lumière sur une nébuleuse relative à l'octroi de 20 hectares de terrain aux agents. Info Santé et le journal L'actualité internationale vont compléter cette édition mise en onde par Aline Badara Sossé. Sud FM, l'info, c'est ici. Marie-Rosalie Ndiaye. 2 femmes qui se trouvaient dans leur champ sont tuées par la foudre ce vendredi vers 15h à Kerlaïn Sossé dans la commune de Toubacouta. Il s'agit d'une dame mère de 3 enfants et d'une autre dame qui s'est mariée récemment. Elles seront enterrées à Nemanding, leur village natal. Un camion malien est entré en collision avec un bus horaire de Medina Wadène Kaffrine vers les coups de 11h à hauteur de Tataguine Bambara, département de Fatick. Plus de peur que de mal, des dégâts matériels ont été notés, mais aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Toutefois, il y a eu 18 blessés, dont 8 dans un état grave, évacués à l'hôpital régional de Fatick-Ngorsar. Le sang a encore coulé ce vendredi sur la route nationale numéro 1. Un camion malien et un bus se sont violemment heurtés à hauteur de Tataguine Bambara dans la commune du même nom aux environs de 11h30. Il s'agit du bus horaire de Missira Wadène dans la région de Kaffrine à quelques kilomètres de Koungheul qui venait de Dakar. La violence de cette collision a fait état de 18 blessés dont 8 dans un état grave. Les 2 chauffeurs et l'apprenti du camion se trouvent d'ailleurs dans un état très critique. Tous les 18 blessés sont admis aux urgences du centre hospitalier régional de Fatick. Ils sont évacués par les sapeurs-pompiers de la 32e compagnie d'incendie et de secours qui se sont rapidement déportés sur les lieux de l'accident. La zone Josmone-Kermartin est depuis plusieurs années la partie la plus accidentogène pour la route nationale. Cette collision s'est produite au moment où le gouverneur Seynabou Gueye procédait à la remise d'un lot de casques et de gilets offerts par le chef de l'État à l'association des conducteurs de moto Jakarta dans sa ville natale pour prévenir les accidents de la route. Ngorsar, Fatick, Sud FM. Le maire de Tataguine plaide pour l'érection du poste de santé de sa commune, une zone très accidentogène au centre de santé et la réalisation de ralentisseurs des Diouf au micro de Ngorsar. À la veille de Tabaski, nous en avons connu 2 à 3 accidents. Même il y a même des morts. Il y a même une dame de Nakamaï, du village de Bakouab, qui a vraiment succombé à l'issue d'un accident, qui a eu dans la même zone. Et vraiment de Kermatin à Ndiosmone, c'est une zone où nous demandons à l'État de nous aider à pouvoir mettre des ralentisseurs. Parce que souvent c'est les voitures qui roulent à une certaine vitesse. Et vraiment nous connaissons souvent des accidents qui sont extrêmement difficiles à pouvoir supporter. Je pense que la vie humaine n'a pas de prix, quelle que soit la situation. Je pense que les autorités doivent pouvoir nous aider à mettre des retentisseurs. Et aussi, un autre aspect beaucoup plus important, c'est par rapport à l'évacuation. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir évacuer les blessés, il fallait appeler sur Fatick. Souvent, ça prend un peu de temps. Et évidemment, par contre, on a connu parfois même des morts liées souvent à la distance entre l'hôpital et même les moyens de transport. Donc, une raison de plus. Nous sommes une des zones les plus accidentelles de la région. S'il y avait un centre de santé au niveau de Tataguine, l'évacuation se fera très vite et les blessés seront encore beaucoup plus en charge très tôt au niveau du centre. Ça vraiment, nous demandons encore à l'État de nous aider à ériger le poste de santé de Tataguine à un centre. Et cela va permettre peut-être de prendre très tôt souvent ces cas graves et aussi nous doter d'ambulances dignes de nom. Le besoin est réel.
À l'instant, Déthié Diouf, le maire de Tataguine, qui plaide pour l'érection du poste de santé de sa commune, une zone très accidentogène en centre de santé et la réalisation de ralentisseurs. Un plaidoyer fait ce vendredi après une collision entre un camion malien et un bus horaire de Médina Wadène en provenance de Dakar. Il y a eu 18 blessés, dont 8 dans un état grave. Les agents de la direction de la protection des végétaux iront en grève avec les techniciens et travailleurs du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Pendant ce temps, des criquets ravageurs de champs et d'autres parasites ont fait leur apparition à Louga, dans une partie de la zone centre et dans d'autres localités. Mamadou Camara. Le syndicat national des techniciens et travailleurs du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural sera épaulé dans son combat par les agents de la direction de la protection des végétaux. Samba Gaye, le secrétaire général du syndicat national des techniciens et travailleurs du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, confirme. Les bases de la DPV qui sont chargées de faire la prospection, et ils vont encore suspendre leurs activités. Et au même moment, des criquets et des parasites se sont signalés dans des champs à l'intérieur du pays. Et je vous signale aussi que nous avons jusqu'à présent constaté des attaques au niveau des champs, des parasites à Louga, nous l'avons constaté, dans le centre du pays, ici à Kaffrine, nous l'avons constaté, et dans d'autres régions. La tutelle et les services compétents sont à la fois alertés et avertis. Kaoulad, Mamadou Camara, Sud FM. Les agents de la direction de la protection des végétaux qui annoncent donc une grève avec les techniciens et travailleurs du ministère de l'Agriculture. Ces techniciens qui ont décrété une grève de 72 heures pour pousser la tutelle à respecter ses engagements. Une grève de 3 jours qui sera entamée à partir de lundi. Samba Gaye, le secrétaire général du syndicat national des techniciens et travailleurs du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, au micro de Mamadou Camara. Non au dilatoire du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Nous avions suspendu nos grèves parce que c'est lui qui avait appelé à la négociation. Et lors de cette négociation, il était convenu de mettre en place un comité paritaire, un comité où on va discuter pour trouver un terrain d'entente sur les points auxquels il peut satisfaire, les autres points qu'il ne peut pas satisfaire, il les transfère au niveau du ministère des Finances ou bien même au niveau du président de la République, comme il avait dit qu'il avait reçu des instructions du président de la République. Mais malheureusement, depuis lors, avec son secrétaire général, ils sont en train de jouer du dilatoire parce qu'un comité où il dit que les décisions ne lient pas le ministre, ça veut dire quoi? Qu'ils veulent nous faire des va-et-vient, faire des négociations qui n'aboutiront à rien du tout. Au niveau des enquêtes de statistiques agricoles, il y a quand même des discriminations. Ça, nous l'avons constaté à Louga, nous l'avons constaté à Diourbel, et nous disons à ces chefs de service qui ont reçu des instructions d'enlever des agents qui sont engagés dans le syndicat parce que tout simplement ce sont des agents qui réclament leurs droits, qu'on leur dit que vous ne devez plus participer aux activités de travail du ministère et nous ne l'accepterons pas. C'est pourquoi nous allons décréter à partir de lundi prochain 72 heures de grève, lundi, mardi, mercredi. Les terrains avec Pape Ablaye Seck, c'est toujours une nébuleuse. C'est toujours le cabinet du ministère qui gère des milliards et les terrains qu'on nous avait octroyés de 20 hectares, il y a un blackout total sur la procédure d'attribution des terrains. Le ministre n'est pas encore dans la dynamique d'assurer la souveraineté alimentaire telle que l'a définie M. le Président de la République du Sénégal. Et nous ne soutenons pas ce ministre dans ses activités qui n'ont rien à voir avec le développement de l'agriculture. Sud FM. À Rufisque, 2 ans après la libération des emprises du terre, les impactés attendent toujours de l'APIX le respect du protocole signé sur les 7 points du contrat. Seul un point a été satisfait. Il s'agit du fonds de vulnérabilité et dont une très grande discrimination a été constatée dans la distribution. Seule une partie en a bénéficié. Le collectif interpelle l'APIX. Il a d'ailleurs démarré la collecte de signatures de membres pour une pétition qui sera déposée à la préfecture. Youssouf Fall, membre du collectif des impactés du terre de Rufisque, au micro de Denisia Sambou. Bon, nous nous sommes levés en tant que collectif des impactés du terre de Rufisque parce qu'il s'est passé quelque chose 2 semaines avant la Tabaski. Apparemment, des indemnités, fonds de vulnérabilité sont sortis. Mais notre problème, c'est que tout le monde n'a pas bénéficié de ça. Bon, si on dit impacté, c'est tout le monde qui est impacté. Donc, si on devait donner des fonds de vulnérabilité, ça devait concerner tout le monde. Donc, on demande à l'APIX, qu'est-ce qui se passe? On a attendu 2 ans avant que nous quittions nos maisons. On avait signé des protocoles avec plusieurs points qu'on devait satisfaire. Mais parmi ces points, s'il y a 7 points que j'ai notés, un seul est satisfait en ce moment. Et ce point-là, ce n'est pas tout le monde qui
qui en ont bénéficié, ce fonds de vulnérabilité. Les autres points, il y a des retards de paiement. Il y a certains qui n'ont pas été payés jusqu'à présent. Et parmi eux, il y en a ici derrière moi. Il y a le fonds de relogement. Ils ne nous ont pas encore donné ça. Le barème foncier doit être rétabli parce qu'on nous avait dit qu'il y avait un barème pour Dakar, un barème pour Rufisque, un barème pour Pikine. Mais le président de la République avait jugé que le barème de Rufisque n'était pas correct. Et un conseil interministériel avait été organisé par le Premier ministre d'alors. Donc ça a duré un peu. Ils ont organisé ce conseil interministériel pour changer le barème de Rufisque. Jusqu'à présent, on n'entend plus rien. Il y a aussi des discriminations sur les paiements. Il y a des maisons qui ont été payées mieux que les autres alors que les bâtiments différaient. On nous avait aussi promis des terrains au Lac Rose alors que vous-même vous savez qu'en ce moment, Lac Rose, s'il reste des terrains, c'est peu. Donc ces terrains-là, lorsqu'ils nous avaient promis ça, c'est pas nous qui les avaient demandé ça. C'est eux qui nous avaient promis des terrains pour tout le monde. Alors, on a attendu pendant 2 ans. On n'a fait ni tambour ni trompette. C'est parce qu'on était républicain, on ne voulait pas faire de dégâts. Mais si on voit qu'il y a 2 semaines de cela ou bien 3 semaines de cela, ils ont indemnisé des personnes et d'autres n'ont pas été indemnisés, c'est comme s'il y a quelque chose qui se cache. Alors, on s'adresse à l'APIX directement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'ils sachent que nous qui avons mené ce combat jusqu'à présent et qui nous avaient promis ça, nous sommes là jusqu'à présent. Il y a l'AFD et la BAD, eux qui sont les bailleurs de ce terre-là. On avait fait plainte envers eux. Ils sont en train de faire ce travail-là, mais l'attente a été longue. Alors, nous aussi, il faut qu'ils sachent que nous sommes ici, nous sommes là. En ce moment, nous sommes en train de faire une pétition. L'ensemble des impactés de Rufisque, pour qu'ils sachent que ceux qui avaient quitté les emprises, nous avons libéré les emprises à cause de, mais ceux qui avaient libéré les emprises sont là. C'est parce que le ministre de l'Intérieur a donné des restrictions que nous avons respectées, mais nous rassemblons toutes les signatures pour le remettre à l'autorité préfectorale. Les 22 personnes déférées de Tivaouane vont être jugées le vendredi 21 août devant le tribunal de flagrant délit de Thiès. C'est dans l'affaire du foncier opposant les ICS à Tobène. 7 personnes, parmi elles dont les chefs de village de Tobène, Kiltian et de Mengen, ainsi que les mineurs ont bénéficié d'une liberté provisoire. L'activiste Ardo Nying arrêté et sera déféré lundi. Plus de détails avec Maître Rourechiba au micro de Biramandiaï. Les jeunes des villages de Tobène, Mengen, Kiltian, vous savez, c'est des villages qui sont proches du domaine convoité justement par les ICS et suite aux négociations qui avaient été faites entre les ICS, l'État et les populations, aux négociations tournant autour des indemnisations. Un accord n'avait pas pu être trouvé finalement, ce qui a valu la réaction des populations quand ils ont vu que les ICS n'en faisaient qu'à leur tête et que les gens étaient en train donc de s'approprier leurs terres. Voilà, ce qui a amené vraiment une certaine effervescence qui s'est muée en sorte de rébellion. Déjà en février, il y avait des échauffourées, les gendarmes en avaient été victimes. Cette fois-ci, ça a été beaucoup plus grave. Et les gendarmes, comme vous le savez, sont allés les cueillir à domicile, alors que des convocations avaient été dûment envoyées. Et les gens sont allés au petit matin les cueillir. Ça a été une grande razzia qui s'est soldée donc par 22 interpellations. Et une 23e intervenue tout à l'heure du jeune Ardo Nying, un activiste de Art Lignubok, qui est réputé dans la publication de vidéos, d'audio sur Internet, et qui est également poursuivi du chef d'incitation à la rébellion. Bon, je dois préciser que pour les autres, pour l'ensemble, ils sont poursuivis pour actions diverses, rassemblement illicite, violence à agent dans l'exercice de leurs fonctions ayant occasionné des blessures graves ou des blessures volontaires, et incitation à la rébellion. Le tout nouveau procureur de la République, Abdoulaye Bar, que je félicite pour son dévouement, son professionnalisme, appuie également en concertation avec l'autorité supérieure, le procureur général de Thiès, M. Cheikh Tidiane Diallo, donc ordonné des libertés provisoires au nombre de 7, tous essentiellement les chefs de village, le leader coutumier vraiment du regroupement de ces 3 villages, et les 3 mineurs, à charge pour les mineurs justement d'établir leur minorité. Le reste donc de la troupe est déjà placé sous mandat de dépôt à l'heure où je vous parle. Ils sont en train d'intégrer les locaux de la maison d'arrêt de Thiès. À l'instant, Maître Rourechiba sur l'affaire ICS Tobène, les 22 personnes déférées de Tivaouane vont être jugées le vendredi 21 août devant le tribunal des flagrants délits de Thiès. 7 personnes, parmi elles, dont des chefs de village de Tobène, Kiltian et de Mengen, ainsi que des mineurs, ont bénéficié d'une liberté provisoire. Et puis ce communiqué de la direction de l'administration pénitentiaire, ce vendredi 14 août, la presse en ligne a relayé en citant le journal L'Observateur l'information selon laquelle
laquelle une détenue a été engrossée par un agent pénitentiaire à la maison d'arrêt et de correction de Diourbel. Les informations données pour justifier l'article dans l'enfer de la maison d'arrêt de Diourbel ne sont pas bien fondées selon le communiqué. Il s'agit d'un article tendancieux, très équivoque et tout laisserait à croire que les informations fournies sont actuelles. Dans le texte, l'auteur relate des faits encore à vérifier qui dateraient de 2009 voire 1995 pour justifier le titre de son article. L'administration pénitentiaire se désole du traitement inopportun de l'information pénitentiaire qui est de nature à compromettre la sécurité des établissements pénitentiaires et à jeter le discrédit sur l'institution pénitentiaire. L'administration pénitentiaire tient à préciser que dans la détention, il y a une séparation nette entre les différentes catégories de détenus, hommes, femmes et mineurs. Pour terminer, l'administration pénitentiaire se réserve le droit d'ester en justice contre toute action malveillante. Sud International. Au Mali, le convoi de l'imam Mahmoud Dicko a été victime d'un accident ce vendredi 14 août 2020. L'imam Dicko serait sorti indemne alors que des membres de son entourage proche seraient légèrement touchés. Selon la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Dicko, le porte-parole s'en serait sorti avec des égratignures. Il faut noter que les faits se sont produits alors que le guide religieux malien était de retour à Nioro du Sahel, une ville du Mali, chef-lieu situé dans la région de Kay à 241 km au nord-est de la ville de Kay, à proximité de la frontière mauritanienne. Le responsable moral du M5 RFP y était pour une visite auprès du shérif de Nioro, Bouré Aïdara. Les deux religieux se sont entretenus sur la crise sociopolitique qui secoue le Mali depuis le mois de juin. Le port obligatoire du masque à Paris sera étendu à partir de ce samedi matin à de nombreuses zones, dont une partie des Champs-Élysées, le quartier du Louvre et celui des Batignolles. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi le préfet de police de Paris. Si la situation épidémiologique devait à nouveau se dégrader, le port du masque pourrait devenir obligatoire sur l'ensemble de la capitale, a précisé la préfecture. Les rassemblements et manifestations de plus de 10 personnes qui ne garantiront pas le respect des mesures barrières seront par ailleurs interdits. Là où le masque n'est pas obligatoire, il est recommandé de porter lorsqu'il y a beaucoup de monde. L'Allemagne a décidé de placer toute l'Espagne, à l'exception des îles Canaries, dans la catégorie des pays à risque après une recrudescence des cas de Covid-19, a annoncé ce vendredi le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé a ajouté à l'Espagne sa liste des zones à risque, y compris l'île de Majorque, destination favorite des Allemands, ce qui implique que les touristes revenant de ces territoires seront désormais dans l'obligation de se soumettre à un test de dépistage à leur retour et de rester en quarantaine dans l'attente du résultat. Tout de suite, le journal de la santé. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous. L'Alliance nationale des communautés pour la santé a mis à la disposition de la région médicale de Dakar 1000 jeunes volontaires déployés au niveau de leurs communes et quartiers respectifs dans le cadre d'une large campagne de communication de proximité pour soutenir la riposte Covid-19 au sein des communautés. Les explications de Ousseynou Badjo, chef de projet au niveau de l'Alliance nationale des communautés pour la santé. Je crois qu'il est bien de rappeler que la vision de l'ANSES, c'est que des personnes arriver à avoir une société avec des personnes en bonne santé. Une société dans laquelle les systèmes de santé, les systèmes communautaires et de santé sont solides. Mais également que d'avoir des sociétés impliquées et inclusives. Ici, c'est la région médicale de Dakar qui avait appelé à une mise ensemble des forces, à une mise en synergie des forces pour rompre avec la chaîne de transmission de la Covid. Et l'ANSES a répondu en mobilisant sur les 12 000 que comptait mobiliser la région médicale de Dakar, 1000 à travers les 12 districts qui composent la région médicale de Dakar. Donc les volontaires ont été formés et aujourd'hui sont sur le terrain pour mener des activités de communication avec les communautés. Mais il est bien de rappeler que la perspective dans cette activité, c'est pas d'apporter l'information. Cela a déjà été fait par les radios, les télés, le journal écrit et les réseaux sociaux. Tout le monde sait c'est quoi la Covid. Mais l'idée ici, c'est d'aller discuter avec les communautés pour comprendre
les raisons pour lesquelles elles ne respectent pas les mesures barrières. Et avec elles, co-construire un message ou des attitudes pour que désormais tout le monde puisse respecter les mesures barrières afin qu'on en finisse avec cette épidémie de coronavirus. Le département de Kaffrine veut mettre à profit la période des vacances pour travailler avec l'ODCAV et les AIC dans la lutte contre la dengue et la pandémie de Covid-19. Selon le préfet Amadou Diop, l'idée est d'avoir cette année des nawetanes Covid-dengue, c'est-à-dire des nawetanes pour prévenir ou lutter contre la Covid-19 et la dengue à Kaffrine. Pour rappel, l'année dernière, le département de Kaffrine avait noté des cas de dengue et cette année, les autorités administratives se sont engagées pour qu'il n'y ait pas cette épidémie en plus de la Covid-19. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Le contradictoire. Le contradictoire, les lundis et vendredis, tous les sujets à controverse seront débattus dans le contradictoire. Un sujet, deux invités pour un regard croisé. Le contradictoire, c'est tous les lundis et vendredis sur Sud FM Sen Radio. Pourquoi les Sénégalais ne respectent pas les mesures barrières? Nous en parlons avec notre premier invité, le sociologue Ali Khoudia Diaw, qui s'entretient ici avec Issegnan. Professeur Ali Khoudia Diaw, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, coordonnateur des activités liées à la Covid à la Direction générale de l'action sociale. Aujourd'hui, comment expliquer cette résistance dans le respect des gestes barrières si l'on sait que la maladie se propage? Oui, merci beaucoup. Je pense que le constat est quand même unanime et je pense que véritablement nous devons avoir peur. Tous ceux qui font le constat de l'évolution de cette maladie devraient avoir peur. Parce qu'en réalité, c'est une maladie extrêmement dure, c'est une maladie très privative, c'est-à-dire une maladie qui remet en cause notre vécu quotidien. Et c'est une maladie aussi difficile à vivre et dont la persistance dans les gestes barrières est extrêmement difficile. Ce qui fait que si on observe le comportement des Sénégalais, alors il y a peut-être 2 à 3 constats, sinon 4 qui vont se faire. Le constat 1, c'est de voir relâchement dans le respect des gestes et des mesures barrières. Il y a aussi ce qui est de plus en plus visible, c'est le déni et la stigmatisation des personnes affectées. Le 3e constat, c'est de voir l'insouciance et l'inconscience des jeunes devant la progression de la maladie. Et ensuite, il y a un 4e constat, c'est-à-dire il y a comme une sorte de défiance des communautés face aux mesures de restriction. Ce qui se passe, c'est qu'avec le non-respect des gestes barrières, nous sommes en présence d'une catégorie de la population qui est extrêmement rebelle, c'est-à-dire les jeunes. Alors, pourquoi les jeunes ne respectent-ils pas les gestes barrières? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Il faut aussi prendre en fait le compte que les jeunes sont moins sensibilisés sur les dangers de la maladie. Cela s'explique simplement parce que d'une part, les jeunes considèrent qu'ils sont moins exposés, mais aussi il y a cette insouciance-là, n'est-ce pas? Et cette inconscience que l'on note, n'est-ce pas, chez les jeunes, mais aussi il y a fait qu'on note une irresponsabilité des parents de ces jeunes-là qui ne peuvent pas parler à leur progéniture. Est-ce qu'il ne faudrait pas que chaque père de famille, par exemple, s'adresse à ses enfants? Parce que nous avons fait le constat qu'au moins au Sénégal, nous sommes encore dans le cadre d'une certaine parentalité. C'est-à-dire, nous respectons nos parents, nous aimons nos parents et nous voulons que nos grands-parents vivent longtemps avec nous. Est-ce qu'il ne serait pas sage de recommander à chaque père de famille de réunir ses enfants et de leur tenir un langage de vérité? Et aujourd'hui, face à cette situation, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour des résultats? Plus de répression, plus de sanctions? Oui, moi je vais d'abord commencer véritablement en tant que professionnel et acteur sur le terrain quand même, de parler d'abord de la prévention et de la sensibilisation. Je pense d'abord qu'il faut former des formateurs pour la communication sociale, c'est-à-dire aider les communautés à avoir une certaine forme de communication sociale. Il faut en plus sensibiliser sur les mesures barrières, c'est-à-dire sensibiliser les communautés, mais aussi il faut susciter l'engagement communautaire. C'est-à-dire que de plus en plus, et le président de la République l'a dit, il faut transférer la riposte au niveau des communautés. Alors, ce qui fait que peut-être il va falloir former des jeunes à la communication sociale, il va falloir renforcer les cas guéris, parce que ça aussi, c'est un problème. Ceux qui sont guéris, il faut les renforcer positivement pour qu'ils puissent porter, n'est-ce pas, la parole chez les communautés. Et ça va faciliter la réintégration familiale et sociale. Il faut aussi renforcer positivement, n'est-ce pas, en termes de prophylaxie, les familles confinées, parce que elles aussi, ce sont des victimes qu'il va falloir forcément sensibiliser pour que elles qui est dans la communauté puissent servir de référence à ces jeunes personnes-là
pour dire véritablement la maladie existe et enrayer totalement ce déni et cette stigmatisation. Il y a aussi le fait d'identifier et de sensibiliser toutes les zones qui sont considérées comme des zones rouges, parce qu'il y a des zones où le taux de prévalence de la maladie est extrêmement élevé. Il faut les identifier, les circonscrire. Maintenant, ça ne suffit pas, comme vous l'avez dit. Alors, à côté de cette sensibilisation-là aussi, il faut de la répression véritablement. Parce que certains domaines maintenant relèvent du domaine de la loi, comme le port des masques maintenant relève du domaine de la loi, n'est-ce pas? Si vous ne portez pas votre masque dans les lieux publics, vous êtes en état d'infraction. Alors, mais ce sont ces choses-là qu'il faudrait accentuer, éviter les rassemblements dans les plages et les surveiller. Et pour ça, je ne pense pas que la police puisse le faire, mais il faut engager la communauté à adopter des attitudes de surveillance communautaire. Parce que vous ne pouvez pas mettre tous les policiers dans toutes les plages de la capitale, dans tous les terrains de football, etc. Il faut transférer, n'est-ce pas, cette responsabilité-là à ce qu'on appelle la surveillance communautaire. Une dernière question, professeur. La stigmatisation persiste. Comment encadrer les victimes et briser cette chaîne qui freine véritablement la lutte? Alors, on voit que la stigmatisation est toujours là. C'est une attitude négative. Il y a stigmatisation parce qu'au début, on ne connaissait pas bien la maladie. Il y a aussi stigmatisation parce que cette maladie-là, elle fait peur. Mais en même temps, les gens ont considéré un moment que cette maladie-là, c'était une maladie honteuse. C'est une épidémie, c'est une maladie. Ce qui fait la dangerosité de cette maladie, c'est son caractère extrêmement contagieux. Alors, il ne faut pas avoir honte de mourir de la maladie. Maintenant, il faut jouer aussi sur plusieurs autres leviers parce que pour faciliter la réintégration familiale et sociale, il faut enlever non seulement ce déni de la maladie, mais aussi cette stigmatisation. Parce que aussi beaucoup de personnes jusqu'à présent aussi sont dans le déni. Le déni consiste à dire que cette maladie n'existe pas. Alors, ce qu'il faut faire, c'est travailler sur les consciences, travailler sur les communautés, poursuivre la sensibilisation, que ces communautés-là et ces groupes sentent la responsabilité qui leur est due, n'est-ce pas, de prendre en charge ceux qui sont guéris, ceux qui sont malades et éventuellement de développer les mécanismes de solidarité. Professeur Ali Khoudia, je vous remercie. Merci beaucoup. Et c'est moi qui vous remercie. Notre second invité, il s'agit de Déthié Diouf, un patient guéri de la Covid-19, coordonnateur du mouvement Bannissons la stigmatisation avec Isseignan. Citoyen Déthié Diouf, bonjour. Vous êtes le président du parti Visa les citoyens, coordonnateur du mouvement Bannissons la stigmatisation et reconnaissons le mérite. Vous avez été contaminé par le nouveau coronavirus. Comment avez-vous vécu la maladie, les premiers symptômes à la prise en charge? Bon, pour mon cas, par rapport au coronavirus, les symptômes largement connus n'étaient pas apparus à mon niveau. J'avais juste eu des courbatures, donc j'avais froid. Alors donc quand j'ai demandé le costume, le manteau très lourd que je portais quand j'étais en Corée du Sud, où il faisait moins 12 degrés, donc là mon épouse a vraiment tiqué, donc étant aussi médecin. Donc, elle m'a rapidement isolé. Donc, quand on a fait les tests, et c'est revenu positif. Donc, voilà, j'ai été obligé d'aller rejoindre l'hôpital principal. Alors, donc, jusque-là, tout était bien, à part les moments de courbature, de froid, des coups de froid comme ça. Et une fois à l'hôpital principal, j'ai vraiment craqué. Toute une nuit, je n'ai pas pu dormir, tellement je me posais 1001 questions. Nous qui étions sur le terrain, moi qui faisais des sensibilisations, des vidéos en contact avec les gens, moi qui offrais des masques, moi qui vraiment prenais toutes les précautions possibles et qui incite les autres à le faire, ça ne peut pas m'arriver. C'était vraiment des questions à n'en plus finir. Alors donc la prise en charge s'est très bien déroulée. On a trouvé une équipe très professionnelle sous la houlette du docteur Pape Sambaba, le colonel Pape Sambaba et du docteur Diop, son adjoint. Donc ils ont fait une très bonne prise en main, donc qui m'a rassuré, qui m'a amené à coopérer. Le traitement nous a été très bien expliqué. Après on a accepté, on a signé donc la fiche, donc qui nous disait que donc il y a de l'azithromycine pour l'antibiotique pour les gens, voilà, pour l'antibiotique. Donc il y avait l'hydrochloroquine, donc et qu'on prenait 3 fois dans la journée. L'azithromycine, c'était 3 comprimés, un par 24 heures
et il y avait du vitamine C. Et voilà. Donc après 5 jours, on a fait les tests, ça s'est révélé encore positif. J'avais moralement chuté. Moralement, j'étais complètement déprimé. Je suis resté plus de 24 heures sans vouloir manger ou faire autre chose. Donc ils ont encore réussi à me remettre le moral. Le test est revenu négatif 2 jours après. Donc voilà, j'ai été libéré. Et moralement, notamment par rapport à la stigmatisation, comment cela s'est passé? Je pense que c'est pour moi une question centrale, moralement par rapport à la stigmatisation. Ce qui m'a obligé, ce qui m'a poussé à me remettre dans la prise en charge des causes nobles, c'est que de l'intérieur, des gens souffraient terriblement de la stigmatisation. Donc une brave dame voyait sa famille complètement stigmatisée et elle préférait mourir à l'hôpital que de retourner dans son quartier. Donc un jeune qui était très dégoûté, dynamique, donc au bout de 2 jours avait commencé à déprimer parce qu'effectivement sa famille n'avait plus de quoi manger et lui il était là parce que voilà, c'est quelqu'un qui était à Sandaga, un autre qui avait peut-être des moyens, donc avait vu sa famille stigmatisée. Et quand je leur parlais de psychiatre ou de psychologue, c'était un niet parce qu'il te disait moi j'étais pas fou. Alors donc ça m'a choqué, ça m'a blessé dans mon... Alors donc quand je suis sorti, j'ai eu des velléités effectivement de stigmatisation. Des gens qui, je pensais, m'aimaient beaucoup, étaient prêts à sacrifier pour moi, ne voulaient même pas me voir. D'autres te disaient attends d'être vraiment guéri pour venir. Alors j'ai dit je n'ai pas le droit de me taire. Contre l'avis de mon épouse, j'ai commencé à aller vers les médias, à vraiment sensibiliser et voilà. Mais pour dire que la stigmatisation est un drame social. La stigmatisation, c'est tuer une personne vivante. Comprenez-vous aujourd'hui le comportement des Sénégalais face à la pandémie, la résistance notée dans le respect des gestes barrières? Mais effectivement, nous comprenons le comportement des Sénégalais face à la pandémie. On a cherché à faire peur. Donc il y a 2 catégories de Sénégalais. Ceux qui n'y croient pas du tout, qui pensent que c'est un montage politique de Macky Sall et tout ça, hein? Et donc d'autres qui ne sont pas du tout conscients. La communication du ministère de la Santé devait être réajustée à chaque fois. Il y a aussi les autorités n'ont pas pleinement joué le rôle. Les autorités n'avaient pas observé rigoureusement effectivement donc les consignes qu'ils avaient édictées. Naturellement donc ça amène une réaction des autres parce que chacun est épris et jaloux de sa liberté. Déthié Diouf, je vous remercie.